Nous sommes le lundi 11 décembre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'Actu en débat, votre émission hebdomadaire qui vous décrypte l'actualité de la semaine en 26 minutes. Ce soir, nous allons parler des conclusions du sommet de la CEDEAO qui s'est tenu hier à Abuja, au Nigeria. Ensuite, nous évoquerons la MINUSMA qui est entrée dans la dernière phase de son retrait ici au Mali. La deuxième phase qui est terminée. Il y a eu une cérémonie ce matin. Pour évoquer ces deux grands sujets, avec moi sur ce plateau, Bourema Soulo, correspondant de plusieurs médias étrangers. Bonsoir, M. Soulo. Bonsoir, M. Aydra. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Et un habitué, M. Laya Diarra du Soir de Bamako. Bonsoir, M. Diarra. Bonsoir, M. Aydra. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Nous allons directement entrer dans le vif de notre débat. Je le disais tout de suite au sommaire, les conclusions du sommet de la CEDEAO qui s'est tenu hier dimanche à Abuja, au Nigeria. Une première question pour vous, M. Diarra. Quelle est votre appréciation des conclusions de ce sommet finalement, qui était axé principalement sur le Niger, mais qui s'est aussi penché sur les autres pays? Oui, bon, je ne suis pas surpris, mais ce qui m'a le plus intrigué, ce sont les absences, les grandes absences du sommet, parce qu'un sommet, 64e sommet qui se tient, sans la participation de Alassane Dramane Ouattara, de Macky Sall et d'autres. Bon, ils étaient tous représentés quand même. Ils étaient représentés, mais physiquement, ils n'étaient pas là. Parce qu'ils ont quand même pris part à toutes les rencontres précédentes. Et hier, c'est vrai que c'est le premier sommet après l'annonce de la création de l'Alliance. Moi, j'aurais souhaité quand même qu'ils soient là et dire quelque chose. J'ai participé au débat, mais ce n'était pas le cas. C'est vrai, ils étaient représentés. Mais, vous savez, c'est un sommet qui était quand même... qui devait se prononcer sur les transitions en cours dans la sous-région, Mali, Sénégal, Mali, Burkina, le Niger, et la Guinée aussi. Et malheureusement, on s'est focalisé sur le Niger. Bon, c'est vrai. Et le Niger, quand même, était au centre de préoccupation, et le Niger aussi était l'État qui était quand même sous la menace, sinon sous embargo. Et quand on prend les conclusions, moi je crois que avant cette rencontre, je crois qu'il y a eu des échanges entre Faure et Tchani. La veille du sommet. La veille du sommet. Ça veut dire que Faure était parti avec des propositions de sortie qui sont faites par le Niger. Mais malheureusement, on a constaté que tout a été rejeté en bloc. Maintenant, on demande au Niger quand même, aux autorités nigériennes de libérer immédiatement Bazoum. Et mais ce qui m'a le plus intrigué dans cette affaire, c'est que tu vois que le sommet a été fait en présence aussi de l'ancien ministre de Bazoum. Ça veut dire que jusqu'à présent, les chefs d'État, son premier ministre, ne sont pas sortis dans cette posture de reconnaissance de Bazoum. Alors que la page Bazoum, moi je crois que malheureusement eux-mêmes ils l'ont acté parce qu'ils reconnaissent qu'il y a un coup d'État. Vous l'avez dit au début de cette émission. Et avec le rejet, avec cette proposition, moi je crois qu'il y a une proposition de sortie parce que avec des chefs d'État qui sont mis en mission, en tout cas pour, dans l'urgence, rencontrer les autorités nigériennes, je crois que on va vers une solution définitive à ce problème, quoi. Je crois que la logique du va-t-en-guerre, la CEDEAO n'est pas dans ça, quoi, parce qu'ils ont vu la direction du vent, quoi. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, M. Soulo? Est-ce qu'on tend vers une solution? Certains s'attendaient à ce qu'il y ait des décisions fortes qui soient prises à l'issue de ce sommet, notamment contre les différentes transitions, mais finalement, ça a été tout le contraire. Bon, comme c'est un sommet c'est un sommet ordinaire, il faut le rappeler aussi, c'est un sommet ordinaire, le 64e du genre. Donc, en fait, c'est un sommet qui permet quand même de faire des revues. Nous, on est en train de nous focaliser sur les transitions, mais aussi le sommet quand même s'est penché sur les questions politiques, sur les questions économiques, la gouvernance et tout. Donc, c'est normal que aujourd'hui, la CEDEAO joue la carte d'accalmie, parce que on sait que la CEDEAO était déterminée à partir en guerre contre le Niger, le Mali, le Burkina Faso se sont dressés en défenseurs pour le Niger. Donc tout ceci
parce que, comme on le sait quand même, en politique, il y a beaucoup de jeux. On joue la fermeté, on joue l'assouplissement, on joue à trouver les solutions. Et aujourd'hui, moi, je crois que le voyage que Tchani a effectué à Lomé a porté son fruit. Parce que, comme vous l'avez dit jusqu'à présent, la CEDEAO n'était pas dans la logique de reconnaître qu'il y avait un coup d'État. La CEDEAO appelait à rétablir Mohamed Bazoum. Mais dans le communiqué final, on a quand même vu comme quoi il y aura une transition de courte durée et qu'il faut établir, sinon il faut organiser les organes de transition. Ce qui veut dire, en grosso modo, que la CEDEAO a acté de fait le coup d'État contre Bazoum, même malgré l'invitation faite à son ancien Premier ministre qui était là, qui représentait le Niger. Donc moi, selon moi, la CEDEAO, c'est pas parce que nous, on fait la lecture des réseaux sociaux, on fait la lecture des citoyens lambda, alors qu'en bas, même nos États, nos propres États jouent la carte de l'apaisement parce qu'il y a ce qu'on appelle la diplomatie souterraine et personne ne voit ça. Donc il y a toujours cette diplomatie souterraine qui marche et je crois que la CEDEAO... Au vu des décisions prises à l'issue de ce sommet, est-ce que vous estimez que la CEDEAO s'est encore plus fragilisée finalement? Non, je ne crois pas parce que moi, je trouve que c'est ça le rôle d'une organisation. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que nos pays sont d'abord des pays souverains. Et des organisations régionales comme ça sont là pour favoriser l'intégration. S'il y a des velléités de désintégrer cette organisation, il y a lieu de se poser des questions. Même si on est en majorité ou en minorité, il y a lieu de se poser des questions. Donc la CEDEAO, le président actuel, parce qu'il ne faut pas aussi oublier que le président actuel joue sa carte de crédibilité aux yeux des Nigériens et aux yeux des populations de la CEDEAO et au-delà. Donc, si en exercice actuel, donc si la CEDEAO venait à se désintégrer avec lui, son mandat de président en exercice, quel sera son honneur? Donc, du coup... C'est sous sa coupe aussi qu'il y a eu toute cette menace-là autour d'une intervention militaire. Oui, parce que quand même, il faut le dire que lui n'est pas militaire. Contrairement à certains présidents du Nigeria. Lui n'est pas militaire, il est homme politique, il est homme d'affaires, tout. Donc, c'est normal que lui est dans son pays, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que dans certains pays, c'est vraiment c'est des trucs qui ne passent pas. Et nous, on ne doit pas nous aussi promouvoir, parce que lui-même, dans son discours, il a reconnu Tinubu, il a dit il faut qu'il y ait une réévaluation des situations. Pourquoi les militaires font irruption sur la scène politique? Parce que il dit, c'est là où il a dit la bonne gouvernance, il faut s'introduire sur la bonne gouvernance, la manière de gouverner. Donc c'est vraiment, je crois qu'il y a une prise de conscience de sa part et c'est tout ce qui est important. On ne doit pas voir du point de vue des internautes, moi c'est ce que je dis toujours, mais on doit voir du point de vue raison. D'accord. À ce niveau, moi je dirais que la CEDEAO, c'est toute honte but que la CEDEAO quand même a essayé de jouer la carte de l'apaisement. Elle aurait dû commencer par ça. Au lieu de se mettre dans une logique de va-t-en-guerre. En brandissant la menace, la CEDEAO savait pertinemment qu'elle n'avait pas les moyens, en tout cas, de faire la guerre au Niger, parce que tout simplement, des militaires ont fait intrusion sur la scène politique. En forçant les autorités nigériennes de transition à réinstaller Bazoum dans le fauteuil de président, moi je crois que c'est pousser les militaires quand même à signer leur certificat de décès, parce que tu ne peux pas renverser un président démocratiquement élu et sous la menace le réinstaller. Ça veut dire que attends-toi à une mort certaine. Maintenant, je disais tout simplement que c'est toute honte but que la CEDEAO est en train de jouer la carte de la personne. Ça, c'est votre lecture c'est votre lecture de la chose. À un moment donné, parce que la CEDEAO, les gens, ils sont en train de prendre conscience de l'évolution de la situation. Parce que, c'est vrai, aucun État ne peut vivre en autarcie. Mais
on devait se poser la question sur ce qui a amené les militaires à envahir la scène politique. Tous les États, en tout cas, excepté la Guinée, qui sont dans un processus de transition, sont confrontés à une situation sécuritaire. Sinon, ce n'est pas des questions économiques qui ont amené les militaires à faire le coup d'État, mais surtout la situation sécuritaire. Le Burkina, le Niger et le Mali vivent. Ce sont des pays du Sahel qui vivent une situation sécuritaire qui n'arrivent pas à trouver une solution malgré la présence de toutes les armées du monde, en tout cas pour ce qui concerne le Mali. Mais par rapport à ça, ce que je dis, maintenant, les coups d'État aussi ne sont pas solution. Les coups d'État aussi ne sont pas solution. Avait pris ses responsabilités. Non, les coups d'État aussi ne sont pas solution. Et vous êtes malien, vous étiez là en 2012. Vous étiez là en 2012. Et quand le Mali, on a perdu les régions du Nord, c'est parce qu'il y a eu coup d'État. C'est pour te dire avant d'en arriver là, il a souligné en 2012 le coup d'État, s'il te plaît. Il a souligné le coup d'État de 2012. Moi, je suis témoin des faits. Voilà. Avant 2012, les coups d'État ne sont pas solution. Non, avant l'invasion des pays. Combien de rencontres il y a eu ici à l'école de maintien de la paix à l'UNMETRE à le pays? La CEDEAO a dépêché une vingtaine de missions à laquelle j'ai participé. J'ai été à toutes les rencontres ici. Tous les chefs d'état-major se réunissaient ici chaque semaine pour une sortie de crise. Maintenant, malgré tout, ça n'a pas empêché que les djihadistes envahissent le pays. Si la CEDEAO était consciente de ses responsabilités et de son rôle qu'il doit jouer dans les États, moi je crois qu'elle devait tout faire pour se donner les moyens d'intervenir et d'empêcher l'invasion du pays. Toujours sur le sommet, ne pas donner la chance à la communauté internationale, aux Nations Unies d'intervenir. Mais la première mission, c'était la MISMA. Oui. Voilà, sous la tutelle de la CEDEAO. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier ça. Parce que la CEDEAO était restée indifférente. Moi, je sais que les chefs d'état-major de la CEDEAO se sont réunis, tu te rappelles combien de fois ici à Bamako? S'ils avaient pris les responsabilités, est-ce que la mission inutiles allait venir? La CEDEAO commence à réévaluer la situation, oui, ça se voit. Exactement, c'est ça que j'ai dit, il y a une prise de conscience. Ça se voit. Une prise de conscience, ça veut dire qu'elle reconnaît maintenant ses erreurs. Je le disais, ça se voit dans les conclusions du sommet. Ils ont pris des mesures, notamment pour activer sans délai la force en attente. Cette fois-ci, pour lutter contre le terrorisme, c'est important de le souligner aussi. Mais par contre, ce qui a été mis en place par les différents États en transition, Mali, Burkina et Niger, l'Alliance des États du Sahel, a été rejetée par la CEDEAO dans son communiqué. Non, parce que l'Alliance, disons les chefs d'État voient en l'Alliance quand même une menace de désagrégation de la CEDEAO. Bon, c'est de bonne guerre. Et moi, je crois que le message, il est parti. Les États sont dans une logique de création d'une confédération. Mais maintenant, c'est-à-dire que l'Alliance doit mourir en restant les États seulement dans le cadre de la CEDEAO? Moi, je crois que l'Alliance peut prospérer aux côtés de la CEDEAO. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord parce que ça, c'est vraiment des questions multilatérales et bilatérales. L'Alliance, c'est vraiment dans le cadre mini-multilatéral parce que c'est entre 3 pays. Même peut-être que c'est le nom, l'Alliance, c'est le nom seulement. On peut appeler, comme il a dit, confédération, fédération. Mais l'idée est partie. Voilà, l'idée. Mais maintenant... ça va même se réaliser. Cette alliance qui se veut aller vers la confédération ou la fédération, je me demande quel président actuel qui va venir va vouloir céder un peu de son pouvoir pour dire où la capitale sera dans quel pays, qui sera le président, parce que que ce soit dans la fédération ou dans la confédération, il y a quand même une capitale centrale. Donc tout ça, c'est un problème. Mais maintenant, avec le rapport avec la CEDEAO, c'est que, comme vous l'avez dit, moi, je ne vois pas de problème que l'alliance existe au sein même de la CEDEAO. C'est des groupements d'intérêts en quelque sorte. Notre alliance est un groupement d'intérêts commun. Mais les chefs d'État ne le voient pas de ce Non, parce que c'est la diplomatie. C'est aussi la diplomatie de s'activer en la matière pour expliquer, pour montrer. Parce que si on a aussi des diplomaties, je suis désolé souvent de le dire, mais des diplomaties en quelque sorte qui ne jouent pas le vrai rôle diplomatique, je ne dis pas, je n'indexe pas une diplomatie en parlant. Mais c'est vraiment, on sera inaudible sur la scène internationale. Et c'est très grave.
concrètement sur certaines décisions par rapport au Mali, puisque dans le communiqué final, la CEDEAO ne s'est pas exprimée de manière explicite sur le report de la présidentielle au Mali. Ils ont déploré des décisions prises unilatéralement en ce qui concerne la mise en œuvre du programme de transition, mais sans citer nommément le Mali. Quelle est votre appréciation par rapport à cela? Moi, je crois vraiment que on doit s'inquiéter un peu sur ce silence et mutisme en quelque sorte de la CEDEAO, parce que moi je comprends pas pourquoi. Parce que quand même il y a eu quand même un sommet le 6 des ministres de la médiation, ils ont appelé comme ça. Il y a un mois, il y a une source qui nous disait que c'est parce que la décision n'a pas été notifiée officiellement à la CEDEAO. Je ne crois pas même que jusqu'à présent c'est une chose faite, parce que il y a quand même même quand l'autre jour sur ce même plateau, je disais, notre ministre des Affaires étrangères, quand il était à Lomé, il avait bien dit que si lui empêché de voyager dans certains pays de la CEDEAO, pourquoi il va accepter que CEDEAO dépêche des missions et que lui il accepte? Donc je crois qu'il y a une rupture totale, il y a un manque total de... Oui, mais là le problème va être réglé puisque cette interdiction a été levée. Bon, oui, c'est une recommandation qui a été faite et tout. Donc moi, ce que je dis en fait, ce que vous venez de dire, c'est un peu compliqué en quelque sorte, parce que le Mali, moi, on prend tout ce qu'on veut, et l'autre côté, le mutisme, ça m'effraie. Parce que c'est des gens quand même que malgré l'existence de cette alliance, tous ces pays alliances-là, tous ces trois pays-là, c'est des pays enclavés. Ils n'ont aucun débouché sur aucun port. Donc, on va peut-être courir vers Lomé encore, comme l'a fait Tchani, comme nous avons fait, comme le Burkina est en train de faire, pour aller un projet fort qui va être en quelque sorte le marionnettiste, qui va les tirer comme ça, parce qu'il va les marchander à cause de son... nous avons d'autres voies, nous avons la Guinée. La Guinée, aujourd'hui, est-ce que les relations avec la Guinée sont au beau fixe, comme il y avait... Mais c'est commercial, c'est de l'argent. Voilà, donc c'est compliqué. Moi, j'ai créé des sanctions lourdes. Avant de répondre à cette question précise, permettez-moi quand même de réagir un peu sur l'AES. Bon, vous avez 1 minute 30 parce qu'il faut qu'on passe au deuxième thème. Il faut reconnaître que, ça dit, au regard des efforts, on ne peut pas déployer toute cette énergie et dire qu'aujourd'hui, on va reculer dans la marche de l'Alliance. Ce n'est pas possible. Donc, quelle que soit l'attitude de la CEDEAO vis-à-vis des chefs d'État, moi je crois qu'ils ne sont pas prêts à renoncer. Je passe sur ça. Maintenant, par rapport à la décision de la CEDEAO sur le Mali, je dirais que, vous savez, quand il y a eu la décision du report du scrutin présidentiel, il n'y a pas eu de réaction. Et on attendait. Les gens étaient surpris. Ouais. On attendait. Et puis, le médiateur, là, Goodluck, a quitté ici, c'est presque une année. Hein? Presque une année. Une année. Maintenant, les autorités, quand même, ont reporté ce scrutin présidentiel. Et jusqu'ici, ni les autorités, ni l'EJ n'ont encore dit un mot par rapport aux dates. Ouais. Moi, je crois que c'est juste une façon quand même d'interpeller. Mais ils savent que, en tout cas, les autorités de la transition malienne ne sont pas dans une disposition d'accepter des dictats sur cette question. Ils vont à leur rythme, jusqu'à au retour définitif. Allez, très bien. Donc, on va suivre ça. On va passer rapidement au deuxième thème de la soirée. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je le disais, la MINUSMA qui est entrée dans la dernière phase de son processus de retrait au Mali, qui doit être effectif d'ici au 31 décembre de cette année. À partir du 1er janvier, il y aura une phase de liquidation qui va débuter. Ouais. C'est cette phase-là déjà qui était... à l'ordre du jour, on va dire, lors de la cérémonie qui s'est tenue ce matin, le chef de la MINUSMA, El Gassim Ouane, a tenté d'expliquer c'est quoi cette phase de liquidation. Vous, M. Soulo, quelle est votre analyse, pas de tout le processus, mais déjà de la deuxième phase de retrait de la MINUSMA qui a quand même été une phase assez mouvementée? Exactement, c'était quand même l'une des phases
la plus douloureuse même pour la MINUSMA, parce que quand même c'est pas déroulé comme prévu dans l'agenda, parce que dans certaines des bases ou dans certains des camps, la MINUSMA a dû fuir en laissant la région de Kidal notamment. Kidal ou à Nefis. Je crois la MINUSMA a fui, même Ber aussi, la MINUSMA a fui en laissant le camp aux mains des terroristes. Donc je crois que c'est vraiment une phase douloureuse que la MINUSMA tous les agents qui ont servi quand même sous la coupole de cette MINUSMA vont se souvenir longtemps, parce que ça n'a vraiment pas été facile, parce que du fait qu'il y avait des pressions, on avait parlé ici sur ce même plateau de part et d'autre, donc il y avait des pressions des groupes terroristes, il y avait aussi des pressions des autorités maliennes, parce que les autorités maliennes tenaient quand même à ce que la MINUSMA ait respecté son engagement, le calendrier initialement prévu, donc ce qui n'a pas été fait. Et aujourd'hui, si la MINUSMA descend officiellement son drapeau, sa bannière pour dire c'est fini, je crois que c'est chose quand même que nous, les Maliens, avions souhaité depuis longtemps. Et ça respecte le chronogramme établi avec les autorités qui prend fin officiellement le 31 décembre. Mais si malgré ça, les Nations Unies ont dit qu'ils vont aller vers la liquidation de la mission entre guillemets vers le 1er, à partir du 1er janvier avec le camp de Bamako, la base de Gao et de Tombouctou. Donc aujourd'hui, nos autorités sont à saluer pour et les peuples maliens, les populations maliennes, parce que quand même, comme vous l'avez dit, MINUSMA avec 15 000 hommes civils et militaires et policiers confondus avaient du mal à contenir la menace terroriste. C'était pas sa propre mission, c'était pas sa mission, mais quand même la protection des populations c'était dans leur mandat, et ces terroristes s'attaquaient aux populations. Donc il y avait vraiment quelque chose qui manquait dans leur mandat. La MINUSMA aussi est à saluer pour avoir un peu respecté en tout cas le délai de retrait. Exactement, parce que moi je me souviens d'une phrase de Al-Kashim Wan qui disait que la MINUSMA, les missions des Nations Unies restent dans le pays à la volonté du pays d'accueil. Donc si le pays d'accueil qui était le Mali n'était pas pour son maintien, donc c'était vraiment logique que la MINUSMA, malgré les défis logistiques très très lourd. Je crois qu'on avait même vu dans certaines frappes l'armée viser des engins abandonnés par la MINUSMA aux mains des terroristes. Donc je crois que ce sont des défis que la MINUSMA, vraiment malgré elle-même, a dû se confronter. Et aujourd'hui, quand même, elle aussi, elle doit être saluée. Des matériels qui se sont introduits dans le pays pendant 10 ans. En raison de 6 mois, ils ont pu quand même retirer l'essentiel. Je crois qu'elle est aussi l'essentiel, pas le tout, parce que le reste, ce sera au niveau moment de la phase de liquidation. Monsieur Diarra, on peut maintenant acter véritablement la fin de la MINUSMA, même s'il reste encore la phase de la liquidation. Oui, mais cette fin de la MINUSMA, je crois que c'est quand même la volonté du peuple et des autorités maliennes qui a triomphé. Parce que ce retrait, nous l'avons demandé. Parce que, si une force internationale reste dans un pays contre la volonté du peuple, ce serait une force d'occupation, une force d'intervention. Et moi, je crois que le mérite quand même revient quand même aux autorités maliennes qui ont pris leurs responsabilités et au peuple malien qui a quand même fait montre d'une résilience. À vous entendre, c'est une bonne chose, la fin de la MINUSMA. Oui, parce que, on l'a dit, la mission dans sa forme actuelle ne répond pas quand même aux besoins, n'est pas adaptée au contexte. Parce qu'il faut reconnaître que nous sommes dans une situation où, on l'a demandé une fois, on dit qu'on veut une force plus robuste. Bon, on dit que la MINUSMA, la mission des casques bleus, ce ne sont pas une force antiterroriste qui vont faire la guerre, mais une force d'interposition. Alors que nous, on s'attend à ce que vraiment ils combattent les terroristes comme le font l'armée, les FAMA. Bon, maintenant, je crois qu'avec déjà la fermeture du camp de Sévaré qui marque quand même la fin de la mission dans le centre, et aujourd'hui, avec la cérémonie qui s'est déroulée à l'aéroport où je crois qu'on a descendu le drapeau, moi je crois que c'est déjà, maintenant, on
ça s'est mis sur le compte à rebours. Ça s'est mis vers la janvier, qui serait considéré comme l'étape de la liquidation. Maintenant, en quoi consiste la liquidation? Je crois que ça va être quand même le transfert des équipements, en tout cas pour les autres missions des Nations Unies et les peut-être dons au profit de l'État et le traitement des contrats existants, quoi. Moi, je crois que, et déjà, je crois qu'au centre, déjà, tout le matériel qui ne peut pas être transporté a été détruit, les munitions aussi bien que les armes. Je crois que des opérations ont eu lieu même il y a juste 1-2 semaines. Oui, alors... Il y a quand même des défis. Hein. Oui. Le défi aujourd'hui, c'est vraiment comment absorber les employés maliens, les emplois locaux un moment, je crois que le ministère de la Sécurité, quand même, ont pris le devant. Exact, l'ANPE, je crois. Ont pris le devant. Et je crois que... Mais sauf que, donc, est-ce que c'est pas cette politique qui est mise en œuvre, qui est en train d'être mise en œuvre par les autorités maliennes, peut quand même satisfaire les acteurs. Parce que quand tu es engagé dans une mission internationale, tu sais le traitement. Exact. Et quand tu es payé avec le salaire de l'État... Justement, on peut aussi se poser la question, puisqu'il y avait une association qui a même été créée après le départ de Barkhane, qui demandait à ce qu'on les mette dans leurs droits, ce qui n'a pas été fait selon cette association. À Gao, je crois que c'était surtout à Gao. Donc, est-ce que ce même spectre peut planer autour ce n'est pas exclu, ce n'est pas exclu, ce n'est pas exclu. Moi, je crois que les autorités, quand même, sauront quand même donner des réponses quand même Donc, finalement, aux besoins qui vont être exprimés. Tout n'est pas positif alors? Non, on le savait, on s'y attendait. On le savait et on s'y attendait. Je crois que même ceux qui travaillaient pour... Parce qu'on ne peut pas faire c'est pas mal, de l'hommage si on ne casse pas des yeux. Donc, les autorités ont pris leurs responsabilités et elles ne peuvent plus reculer, quoi. Comme il a été quand le FMI ou la Banque mondiale avait demandé l'affaire des équipements là. Non, les retraités volontaires là qui sont toujours aujourd'hui pas indemnisés par l'État. L'ajustement structurel. L'ajustement structurel par l'État. Donc aujourd'hui, je crois que ceux qui ont travaillé pour l'aménagement, ça va être le cas. On va prier pour nous tous, mais quand même, on va du mal à voir comment l'État peut leur absorber. Vous l'avez dit, on va prier pour tout le monde, on va espérer que chacun puisse trouver chaussure à son pied, trouver un bon travail. C'est sur ces mots que nous allons conclure. Merci, monsieur, merci Bourema Soulo, correspondant pour plusieurs médias étrangers ici au Mali, d'avoir accepté notre invitation. Merci à Laya Diara du Soir de Bamako également d'avoir été sur notre plateau. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ce fut un plaisir. À lundi prochain, Inch'Allah. Bonne soirée.